La plupart du temps, Tallahassee, en Floride, est une ville paisible et sûre. Mais cela n'inclut pas Frenchtown. C'est là que j'ai grandi, et la sécurité était un luxe que nous ne connaissions pas. Frenchtown était un vieux quartier pauvre, un de ces endroits où les fissures dans l'asphalte ressemblaient à une carte menant droit au désespoir. Mes parents travaillaient de nuit, occupant des emplois mal payés, juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes, dans une minuscule maison de Golden Street. Ça sonne chaleureux, non ? En réalité, c'était un endroit où l'espoir s'étiolait lentement sous la lueur blafarde des réverbères. J'avais 16 ans à l'époque, jeune, confiant, avec des rêves immenses qui brillaient dans mes yeux affamés. J'étais ce grand adolescent maigre, celui qui savait se faire apprécier mais qui ne sortait pas du lot à l'école. Pas beau mais pas laid non plus. Toujours habillé correctement, mais jamais assez pour être considéré comme cool. En somme, un de ces garçons qu'on oublie dès qu'il quitte la pièce. Mon ami Tyler, lui, c'était autre chose. Bruyant, téméraire et, comment dire, bien plus aguerri que moi à la vie de la rue. Le genre de mauvais garçon, tout droit sorti d'un film, celui qui attire les ennuis comme un aimant. Ensemble, nous formions un duo étrange. Moi, le prudent. Lui, celui qui fonçait sans se poser de questions. Une combinaison explosive. J'avais déjà mon permis. Et comme mes parents travaillaient la nuit, j'avais plus de liberté que je ne savais en gérer. Tyler en profitait au maximum. Frenchtown nous fatiguait vite avec ses coins qui sentaient les petits délits et les illusions brisées. Alors, nous avons commencé à rouler jusqu'à Wilson Green. C'était un autre monde. Là-bas, les gens étaient des mieux habillés, plus élégants et, surtout, ils savaient on s'amuser. Nous avions surnommé ce quartier le Beverly Hills de Tallahassee, avec un mélange d'envie et d'admiration. C'est à Wilson Green que nous avons rencontré Hayden Hammond, une sorte de célébrité locale, si l'on peut dire. Un gros poisson dans une petite mare. Hayden menait une vie bien trop luxueuse pour un endroit comme celui-là. Nous l'avons connu grâce à ma sœur aînée, Sophia. Elle avait travaillé avec lui quelques années plus tôt, et, honnêtement, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait eu plus qu'une simple relation professionnelle entre eux. Sophia ne l'a jamais avoué, mais elle avait ce regard distant, ce froid particulier qu'ont ceux qui ont flirté avec le danger. D'ailleurs, Sophia n'a pas eu une fin heureuse. Une voisine l'a dénoncée, et elle a écopé de 15 ans à Gadsden. Mais cette garce n'a pas eu longtemps pour savourer sa victoire. Quelques semaines plus tard, on l'a retrouvée avec une balle dans la tête. Tout le monde savait que c'était l'œuvre des hommes de Hayden. Pour moi, Hayden était devenu une sorte de grand frère. Il nous avait pris sous son aile, Tyler et moi. Au début, tout était innocent. On allait à ces fêtes où l'alcool et l'herbe coulaient à flot, où les filles étaient de celles que nous n'aurions jamais osé espérer approcher. Puis, il a commencé à nous faire confiance. On n'est pas devenus des gangsters, non. On l'aidait juste pour des petites choses. Vendre de l'herbe au lycée, lui passer des infos sur les gangs de Frenchtown. Rien de bien méchant. Facile, bien payé, et avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Une nuit de janvier, avec cet air froid chargé d'une tension sourde, Hayden nous a demandé un service simple, aller à Marianna, récupérer quelque chose et le ramener à Tallahassee. Une promenade de 40 minutes en voiture, pas plus. Rien de bien sorcier. Mais ce n'était pas de l'herbe pour un lycéen fainéant, c'était autre chose, quelque chose de plus sérieux. 200 $ chacun, c'était une aubaine, presque trop beau pour un boulot aussi facile. Mais Hayden était toujours juste, jamais de pression, jamais de contrainte, tout était volontaire. Tu voulais le faire ? Très bien, tu ne voulais pas, personne ne t'en voulait. Mais comment refuser quelque chose qui paraissait si simple ? Il nous donna l'adresse et une seule règle, être rentré avant la tombée de la nuit. Pas une minute plus tard, sinon pas d'argent. Là-dessus, Hayden était intransigeant. Ce samedi-là, Tyler et moi avons grimpé dans ma vieille Corolla 98 et pris la route. Tout semblait normal. Nous portions des sweats à capuche sombre, des gants, et malgré le froid mordant de l'hiver du nord de la Floride, nous tentions d'ignorer cette impression que cette journée de janvier resterait gravée dans nos mémoires avec un frisson. La route vers Marianna était lisse comme du verre. Une autoroute neuve, sans nid de poule, ni cerf traversant sans prévenir. Le soleil commençait à se coucher quand nous sommes arrivés sur le parking désert des cavernes de Marianna State. À la lumière du crépuscule, l'endroit semblait tout droit sorti d'un film d'horreur, mystérieux et oppressant à la fois. À côté d'une vieille fourgonnette déglinguée se tenait Brady. Son allure aurait pu prêter à rire si elle n'était pas si intimidante. Une mâchoire carrée, des muscles disproportionnés tout droit sortis d'une bande dessinée et des chaînes en or qui brillaient comme des guirlandes de Noël. Ce n'était pas un homme, c'était une sorte de cauchemar fait chair. Tyler passa la tête par la fenêtre avec cette maladroite courtoisie qui lui était propre. « Hé, ça va » cria-t-il. Brady ne répondit pas. Il se contenta de cracher dans notre direction, tourna les talons et se dirigea vers la fourgonnette.
Ce simple geste nous apprit tout ce que nous avions besoin de savoir sur la tournure que prendrait cette nuit. « Ouvre le coffre », dit-il d'une voix rauque après quelques minutes. Nous frissonnâmes tous les deux, comme des écoliers pris en flagrant délit. Ses yeux, froids et tranchants comme des lames, croisèrent les miens dans le rétroviseur. Il n'y avait ni bienveillance ni hésitation dans son regard. J'ouvris le coffre avec la précaution d'un homme en train de désamorcer une bombe nucléaire. De l'intérieur de la fourgonnette, il sortit un grand sac poubelle noir. Il était lourd, bien trop lourd pour ne contenir que de simples déchets. « Tu veux un coup de main ?» demanda Tyler au pire moment possible. Sa voix sonnait faible, presque ridicule. « Ferme ta gueule !» grogna Brady. Nous restâmes assis dans la voiture, figés, comme deux lapins devant un serpent. À la radio, Nas résonnait, mais même son flot n'arrivait pas à dissiper le silence pesant qui nous enveloppait. Brady balança le sac dans le coffre avec une telle force que la Corolla trembla. Tyler déglutit bruyamment. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il. « J'en sais rien », répondis-je à voix basse, évitant de regarder dans le rétroviseur. Sans un mot, Brady ouvrit la portière arrière et s'installa à l'arrière. Son corps massif occupait presque tout l'espace. Tyler voulut dire quelque chose, mais il se contenta d'avaler sa salive avec nervosité. Il s'assit pile au milieu de la banquette arrière, comme un monolithe menaçant. Son regard froid et perçant suivait chacun de nos gestes. Il ressemblait à un sergent instructeur dans son pire jour, un de ceux qui savent exactement comment aspirer le moindre gramme de courage et ne laisser que la peur. « Démarre !» ordonna-t-il d'une voix grave et râpeuse, semblable à du métal rouillé qu'on frotte. Il tapota quelque chose sur son téléphone avant d'indiquer la route d'un mouvement du menton. J'obéis et quittai le parking. « On va où ?» demandai-je en essayant de masquer l'anxiété dans ma voix. « À Tallahassee, abruti. Tu t'attendais à quoi ?» lança-t-il avec mépris, comme si la question était une perte de temps. Je jetai un coup d'œil au rétroviseur et mon estomac se noua. Derrière nous roulait la même fourgonnette délabrée où se trouvait Brady un instant plus tôt. Sauf que, cette fois, quelqu'un d'autre était au volant. Tyler et moi échangeâmes un regard, mais aucun de nous ne comprenait vraiment ce qui était en train de se passer. Brady remarqua mon malaise et esquissa un sourire. Un de ces sourires de ceux qui en savent trop. « Ne t'en fais pas, c'est Lee. »« Lee ?» répéta Tyler, hésitant. Il s'apprêtait à poser une autre question, mais Brady lui asséna un coup sec sur l'appui-tête. « Ne t'avise même pas !» aboya-t-il, les yeux brillants d'une lueur menaçante. « C'est le fils de Hayden, alors ferme ta putain de gueule et reste tranquille, compris ?» Tyler se ratatina sur son siège comme un chiot qu'on vient de gronder pour avoir mâchouillé une chaussure. Je lui lançai un regard en coin et hochai légèrement la tête. « Tiens bon, après tout, c'était $200 facile, non ?» Pendant que Représent continuait à jouer à la radio, la mélodie sonnait comme une marche funèbre. Cette chanson qui nous faisait d'habitude sourire ne nous inspirait plus qu'un malaise inexplicable. « Éteins ça !» tonna Brady, sa voix fendant l'air comme une lame rouillée. J'éteignis la radio si vite que je n'osais même pas protester. Désormais, nous roulions dans un silence de mort, seulement troublé par le bruit des pneus sur l'asphalte. L'air, soudain, semblait plus froid, plus oppressant. Brady jeta un coup d'œil au soleil qui disparaissait à l'horizon et fronça les sourcils. « On doit aller plus vite, t'as compris ? On doit arriver avant la nuit !» Je pris l'autoroute, vérifiant sans cesse le rétroviseur. La fourgonnette nous suivait toujours comme un prédateur traquant sa proie. Mais apparemment, pour Brady, ce n'était pas encore assez rapide. « Tourne sur Thorn Road !» explosa-t-il, agitant son téléphone comme un couteau. Je le regardai avec hésitation à travers le rétroviseur. « Mais l'autoroute est plus rapide. »« T'es sourd ou quoi ? Fais ce que je te dis !» Sa voix était une lame glaciale, tranchant le peu de calme qu'il restait. Les dents serrées, je tournai sur la route étroite à deux voies, à peine éclairée par les dernières lueurs du jour. Les arbres immenses s'arc-boutaient au-dessus de nous, formant un tunnel sombre qui semblait avaler la route. Ici, pas de maison, pas de réseau, juste l'asphalte et la densité oppressante de la forêt qui s'étendait de chaque côté. Brady esquissa un sourire tordu, mais ce n'était pas un vrai sourire, plutôt un rictus bestial, un grognement satisfait. On veut pas se faire repérer, abruti, l'autoroute c'est trop évident. Le minibus derrière nous collait toujours à notre pare-choc. Ses phares étaient en les seules lumières déchirant l'obscurité. Tyler remonta sa capuche, cherchant un peu de chaleur dans le tissu mince de son sweat. J'allumai les feux, mais ils ne faisaient qu'érafler la nuit épaisse qui nous engloutissait déjà. « Plus vite !» aboya Brady, les yeux rivés sur son téléphone, l'agacement crispant son visage. « Je fais ce que je peux », murmurai-je, agrippant le volant jusqu'à en avoir les jointures mal emblanchies. Brady se pencha vers le tableau de bord, son regard foudroyant l'aiguille du compteur, bloqué à peine au-dessus des 80 km/h. Son visage se contracta sous l'effet d'un mélange de rage et de mépris. « C'est une blague !» Je savais ce qui clochait. Ma vieille Corolla peinait déjà à tenir sur la route, alors filait à toute allure.
c'était hors de question. Mais expliquer ça à Brady? Pas une option. Il tapa sur le tableau de bord du bout du doigt, comme si ça pouvait magiquement donner un coup de fouet au moteur. « Démerde-toi !» Sa voix était un grondement sans appel. Mon cœur cognait dans ma poitrine quand je frappais le compteur avec la paume, plus par réflexe que par espoir. Mais Brady ne comptait pas attendre. Il jeta un coup d'œil dehors, vers l'horizon qui s'effaçait sous la nuit, puis de nouveau vers le tableau de bord. Ses yeux se plissèrent, comme des lames. « Bordel !» rugit-il, en envoyant son poing s'écraser contre l'appui-tête de Tyler. On est à la bourre. Et en plus, cette caisse est presque à sec. Tu pensais à quoi en prenant cette épave? L'air dans l'habitacle s'épaissit, chargé d'une tension prête à exploser. Tyler tenta un sourire nerveux, levant les mains en signe de paix. « Hey Brady, détends-toi, on va y arriver, c'est sûr. » Mauvaise idée. Brady l'attrapa par la capuche et le tira brusquement en avant, l'écrasant presque contre le siège. « T'es débile ou quoi? Tu crois vraiment que Hayden va accepter tes excuses si on se retrouve en rade au milieu de cette foutue nuit ?» Le visage livide, les mains tremblantes, je soufflais. « Brady, on va y arriver, je te le jure, tout va bien se passer. » Il se tourna vers moi avec un sourire glacial, totalement dénué d'humour. « Normal? Tu plaisantes, Mason? Si t'atteins pas la vitesse qu'il faut, rien ne sera normal pour toi, je te le garantis. » Sa voix résonnait comme un clou qu'on enfonce dans un cercueil. J'appuyais plus fort sur l'accélérateur, sentant la vieille Corolla trembler sous l'effort, gémissant à bout de souffle mais gagnant en vitesse. L'aiguille grimpa péniblement. 130, 140 km/h. Pendant ce temps, le voyant de carburant clignotait moqueur comme un rire malveillant. Enfin, les premières lumières de la ville apparurent. Les lampadaires de Tallahassee vacillaient faiblement, peinant à repousser la nuit naissante. Mais l'accueil de Frenchtown fut bien différent. Des bâtiments délabrés, des clôtures rouillées, des trottoirs fissurés. Une mise en garde silencieuse. Et, comme un chien fidèle, la camionnette nous suivait toujours, ses phares projetant d'interminables ombres mouvantes sur les façades. « À gauche !» hurla Brady, secouant son téléphone. Sa voix couvrait à peine le bip strident du réservoir vide. Sans réfléchir, j'obéis et tournai sur Sheila Street, territoire connu. L'ancien parc de notre enfance. Les balançoires rouillés, les bancs éventrés, et là où résonnaient autrefois des rires d'enfants, il n'y avait plus que le bruit du verre brisé et des murmures indistincts dans l'obscurité. Frenchtown, notre maison. Pourtant, sous cette nuit étouffante, elle semblait méconnaissable, vidée de son âme. Ma Corolla commença à trembler, comme un animal blessé. Le moteur tout sauta. L'alarme du carburant pulsait en un cri strident qui me vrillait les nerfs. « Allez, allez !» s'écria Tyler, scrutant la rue à travers la vitre, sa voix tremblante, celle de quelqu'un qui n'a plus d'espoir mais refuse de l'admettre. La voiture avançait péniblement, comme un vieux chien fatigué par les années. Derrière nous, la camionnette imitait chacun de nos mouvements, notre ombre parfaite. Au-dessus de nos têtes, la pleine lune brillait, froide et implacable, tel un projecteur braqué sur un suspect en salle d'interrogatoire. Et j'avais l'impression qu'elle pointait directement sur moi, mettant à nu chaque secret, chaque faiblesse. Brady désigna la gauche, sa voix tranchante comme une lame rouillée. « Par ici, tourne !» Je jetai un coup d'œil à la ruelle. Un passage étroit entre une maison délabrée et une église en ruine. L'endroit semblait abandonné depuis des décennies. « Ici? T'es sérieux ?» demandai-je, même si je savais déjà que discuter avec Brady était inutile. « Oui, ici !» et coupe ses foutus phares. Les feux s'éteignirent dans un clic plaintif, comme si la Corolla elle-même redoutait ce qui allait suivre. Nous nous engouffrâmes dans l'allée, et le moteur s'étrangla avant de rendre l'âme, comme s'il avait finalement expiré tout son épuisement. « Je crois qu'on l'a semé », murmura Tyler, levant les yeux vers le ciel comme si la lune pouvait lui répondre. « Presque », répliqua Brady, sec. Il glissa son téléphone dans sa poche. Google Maps avait disparu de l'écran. Désormais, il suivait une autre boussole, une que nous ne connaissions pas. L'air glacé s'infiltrait dans l'habitacle, nous rappelant que la Corolla, tout comme nous, n'était pas prête pour une nuit de janvier. Tyler grelottait, et je pouvais sentir sa peur s'insinuer en moi, comme un courant électrique remontant un fil tendu. « Et maintenant ?» demanda Tyler d'une voix fragile, brisée, prête à se rompre comme un fil usé. Brady semblait attendre cette question. Avec un sourire qui ne pouvait appartenir qu'à quelqu'un ayant laissé sa conscience loin derrière lui, il sortit une arme. « Maintenant ça !» répondit-il. « Bordel, qu'est-ce que tu fous ?» Tyler sursauta, mais il comprit vite que ça ne servirait à rien. « Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser partir ?» se moqua Brady, nous braquant avec son flingue. Son regard brillait, mais pas de joie. Quelque chose de bien plus sombre animait ses yeux. À cet instant, la camionnette passa devant nous, glissant comme un navire fantôme, indifférente à notre sort. « Qu'est-ce que... » Brady se pencha vers la fenêtre.
Son ton changea. Ce n'était plus l'assurance mordante d'il y a un instant. Une fissure de panique s'infiltrait dans sa voix. « Où est Ellie ?» Tyler me tira par la manche, murmurant aussi bas que possible. « C'est le moment de se barrer. » Mais avant même que nous puissions esquisser un mouvement, Brady nous pointa de nouveau avec son arme. Sa main tremblait comme une branche sèche, secouée par le vent, mais son doigt restait crispé sur la gâchette. « Bougez pas !» ordonna-t-il, comme si cela pouvait encore lui donner l'illusion du contrôle. Son téléphone vibra. Il décrocha aussitôt. « Lee, t'es où, bordel ?» Je l'observais, et en un instant, il cessa d'être ce sociopathe froid et calculateur. Il ressemblait maintenant à un animal traqué, acculé, sans issue. « Tu peux pas me laisser tomber !» hurla-t-il dans le combiné. C'était pas prévu comme ça. Mais il n'y eut aucune réponse. La ligne se coupa. Ses yeux se vidèrent, figés, inexpressifs, comme du verre. Il n'était plus une menace. Pourtant, ça n'avait rien de rassurant, car quelque chose dans la voiture venait de changer. Un bruit résonna à l'arrière, léger, mais trop distinct pour être ignoré. Tyler me regarda nerveux. « T'as entendu ?» chuchota-t-il. « Oui », répondis-je dans un souffle. Brady se retourna, ses yeux bondissant entre nous et la banquette arrière. « Qui est là ?» Il tendit la main vers la poignée de la portière, mais avant même qu'il puisse l'ouvrir, une main immense et velue émergea de l'ombre. Une main grotesquement longue, aux griffes luisantes sous la lumière de la lune. En un battement de cils, la main transperça sa poitrine comme une lance. Le sang éclaboussa tout l'intérieur de la voiture. Sur le fond gris de la nuit, le rouge paraissait trop vif, trop réel. Tyler hurla, et moi je restais figé, sentant le froid de la peur s'insinuer dans mes os. La main, comme un cadeau issu d'un cauchemar, s'étira en avant, couverte de lambeaux de chair et de fragments d'organes accrochés à ses griffes. Ces dernières, longues et acérées comme des lames de chasse, dégoulinaient d'un épais manteau de sang. La peau sombre et velue qui recouvrait ce bras infernal semblait anormalement humide, et la lueur de la lune accentuait l'éclat carmin qui s'y reflétait. Le corps de Brady s'affaissa en avant, comme si quelqu'un l'avait brutalement arraché à son existence. De larges flots de sang s'échappèrent de sa bouche, coulant sur son menton en une cascade impitoyable. Ses yeux, vidés de toute vie, nous fixaient à présent, avec une étrange combinaison d'accusation et d'abîme absolu. Son arme glissa de ses doigts morts et s'écrasa sur le sol de la voiture avec un bruit sourd. « Putain de merde !» hurla Tyler, sa voix ricochant contre les murs du passage, un écho saturé de terreur. Nous étions pétrifiés, deux proies, incapables de bouger sous le regard d'un prédateur. Les mains tremblantes de Brady tentèrent de saisir l'horrible bras qui lui traversait la poitrine, comme si cette monstruosité n'était qu'un parasite jailli de son propre corps. C'est alors que le sang explosa en un geyser incontrôlable, un torrent rouge transformant la vie en mort avec une brutalité terrifiante. La main velue se retira d'un coup sec, un mouvement brutal, semblable à celui d'un fauve arrachant la chair de sa victime. La plaie béante laissée derrière elle n'était plus qu'un trou noir de désespoir. Le corps de Brady s'effondra vers l'avant, heurtant mon appui-tête comme une poupée désarticulée. Son sang et des morceaux de chair se dispersèrent à l'intérieur de la voiture, transformant l'habitacle en un décor de cauchemar. Tyler respirait par saccades, comme si ses propres poumons refusèrent de fonctionner. « C'est quoi ce bordel ?» balbutia-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure écorché. Un grondement s'éleva du fond de la voiture, profond, primitif, affamé. Ce n'était pas un simple bruit, c'était une promesse de douleur, de violence, de mort. Et cela venait du coffre, de cet endroit où, à cet instant précis, je compris que l'enfer lui-même s'était dissimulé. Alors, il apparut. Le monstre, la chose, une abomination que même mes pires cauchemars n'auraient su concevoir. Ses yeux luisaient d'un rouge intense, semblable à des braises incandescentes au fond d'un gouffre. Sa bouche, dégoulinante d'une salive épaisse, s'ouvrait lentement, comme savourant déjà son prochain repas. « Oh mon Dieu !» Tyler agrippa mon bras, comme si ce simple contact pouvait le sauver. « C'est quoi ce truc ?» Il ne termina jamais sa phrase. La griffe monstrueuse s'abattit sur lui et d'un seul geste, lui arracha le visage. Oui, tout son visage. Sa peau et sa chair pendirent en lambeaux, révélant les muscles et tendons qui, un instant plus tôt, formaient encore son humanité. Tyler tenta de crier, mais seul un gargouillement atroce s'échappa de sa gorge béante. Il bascula en arrière, s'écrasant contre la banquette, sa tête heurtant la tapisserie dans un bruit écœurant. Ce n'était pas qu'une blessure, c'était une sentence. La créature se jeta sur son corps défiguré avec la voracité d'un prédateur affamé. Ses crocs déchiquetèrent la chair, ses griffes éventrèrent les restes de mon meilleur ami avec une précision inhumaine. Elle ne mangeait pas, elle dévorait. Le sang éclaboussa mon visage, chaud, poisseux, et moi, je ne pouvais pas bouger, pas même crier.
Je restais figé, impuissant, regardant cette bête, cette chose, annihiler la dernière trace de Tyler. Mais cela ne lui suffisait pas. Le monstre tourna la tête vers Brady. Son cadavre inerte n'avait aucune chance de se défendre. D'une morsure sauvage, la créature lui arracha la gorge, broyant sa chair en d'épouvantables claquements. Puis elle me regarda. Ses yeux rouges accrochèrent dans les miens et il n'y avait rien d'autre que la faim dans ce regard. Ses griffes dégoulinaient encore de sang et de minuscules fragments de plastique collés à son pelage confirmaient une vérité que je ne voulais pas admettre. C'était cet homme du sac que nous avions trouvé. Mais il était devenu autre chose, quelque chose de bien pire. Quand il bondit sur moi, mon corps réagit avant mon esprit. Je me rejetai en arrière, frappant violemment mon dos contre le volant. Le klaxon retentit brièvement, un son pathétique semblable au dernier soupir de ma pauvre voiture. La créature était si proche que je sentais son souffle chaud et fétide me brûler la peau. Je savais que c'était la fin. Soudain, un cri puissant déchira la nuit. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» hurla une voix depuis l'extérieur. Le monstre et moi tournâmes la tête en même temps. À travers la vitre arrière de la voiture, un groupe d'adolescents nous observait. Des gamins du quartier, vêtus de leur uniforme de gangsters, tentant d'afficher une dureté qui sonnait faux. Mais ils n'avaient pas la moindre idée de l'enfer dans lequel ils venaient de mettre les pieds. Profitant de l'instant, je poussai violemment la portière et m'élançai dans la ruelle sans me retourner. Derrière moi, des cris, des rugissements, des bruits de lutte, puis un silence si dense, si absolu, qu'il me glaça le sang. Quand j'osais jeter un regard par-dessus mon épaule, la rue était vide. Mais je savais que tout cela n'était pas fini. Quelque chose de cette nuit continuait de me traquer, et peut-être ne cesserait jamais. La ruelle ressemblait à une scène de massacre tout droit sortie d'un cauchemar. Ma Corolla, elle, n'était plus qu'un vestige souillé par la nuit elle-même, des éclaboussures de sang, des morceaux de chair, des fragments de corps éparpillés sur toute sa surface. Des restes humains, certains réduits à l'os par des morsures sauvages, pendaient du capot et du toit, grotesques ornements d'une fête macabre. Le monstre s'était volatilisé, me laissant dans une illusion de sécurité. Mais ce soulagement fut de courte durée. Un hurlement déchira les cieux au-dessus de Frenchtown. Un son profond, viscéral, chargé d'une faim indicible. Chaque note de cet appel primal résonnait à travers les rues, comme un hymne à l'horreur, transperçant mon âme et éveillant en moi des terreurs insoupçonnées. Je levai les yeux vers le ciel. La lune pleine brillait d'un éclat cruel, suspendue là-haut, blanche et ronde comme un dieu moqueur, se délectant du spectacle de sa création dégénérée. Puis la panique s'abattit sur la ville. Les cris fusaient de toutes parts, hommes, femmes, enfants. Tous hurlaient. Les lumières des maisons s'allumaient les unes après les autres, repoussant l'obscurité sans parvenir à dissiper l'effroi. Dans leur voix, il n'y avait ni colère ni confusion, juste la peur, une terreur brute, incontrôlable. Ce n'étaient plus des appels à l'aide, mais les lamentations d'une ville qui comprenait, trop tard, qu'elle était déjà condamnée. Les larmes me montèrent aux yeux. Le vent froid s'infiltrait sous mes vêtements, comme si la nuit elle-même cherchait à m'arracher en lambeaux. Un poids écrasant se logea dans mon estomac, une oppression sourde qui m'étouffait, comme si une main invisible serrait lentement ma gorge. Mais ce n'était pas un simple accès de violence aveugle, ce n'était ni un règlement de compte, ni une descente de flic. Tout cela portait la signature d'Aiden Hammond. C'était lui qui avait libéré le monstre. C'était lui qui avait lancé cette guerre. Une guerre où des types comme Tyler et moi n'étaient que des pions sacrifiables. Et cette créature lâchée dans Frenchtown, c'était son échec et Matt. Nous avons survécu. Ma famille et moi, d'une manière ou d'une autre, avons traversé cette nuit que les journaux baptisèrent le massacre de Frenchtown. Mais bien sûr, ils accusèrent les gangs. Personne ne parla du monstre. Il n'y avait aucun témoin vivant pour raconter la vérité, et ceux qui essayèrent furent tournés en ridicule, traités de fous ou de drogués en plein délire. Même mes parents ne m'auraient pas cru si je leur avais dit ce que j'avais vu. Tyler, je me sens encore coupable pour lui. Il était mon meilleur ami, mon frère. Celui avec qui je pouvais rire, parler, partager les heures mal sombres. Aujourd'hui, il n'est plus là, et avec lui, une partie de moi est morte aussi. Après cette nuit, je n'ai jamais remis les pieds à Frenchtown. Ce quartier, ces gens, ce cauchemar, tout est resté derrière moi. Mais quelque chose a changé. Pour le mieux, peut-être. Je suis parti. Je me suis inscrit à l'UCF assez loin pour fuir les souvenirs, mais assez près pour pouvoir encore rendre visite à mes parents. Je veux étudier la littérature. J'ai une histoire à raconter, celle-là. Celle qui a changé ma vie, cette nuit-là, en janvier. Parfois, je me demande, et si c'était vraiment des gangs, et si mon esprit avait inventé tout ça pour justifier ma terreur? D'une certaine manière, ce serait un soulagement. Ce serait normal. Les hommes tuent les hommes, cela arrive tous les jours. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là,
Ça ne rentre pas dans ce que l'on considère comme normal. Chaque fois que je commence à croire que tout n'était qu'un mauvais rêve, que mon esprit a déformé la réalité, je sens les cicatrices sur mon cou, de fines lignes qui traversent ma peau. Un rappel constant que tout était bien réel. Elle ne me gêne que pendant la pleine lune. Une légère sensation de brûlure, une douleur à peine perceptible. Mais il y a autre chose. À chaque pleine lune, je perds la notion du temps. Je ne me souviens de rien de ces nuits-là. Quand je me réveille, mes mains tremblent, mon corps est endolori, et une étrange culpabilité sourde et inexplicable pèse sur ma poitrine. Je sais que ce monstre a disparu, mais je ne suis plus certain qu'il soit parti pour toujours. Histoire 2. J'aurais peut-être dû quitter le bar avec mes amis, peut-être que rentrer seul par une nuit aussi froide et humide n'était pas une bonne idée. Mais il y avait cette fille brune, de l'autre côté du comptoir. Quelque chose, dans la façon dont elle me regardait, un sourire furtif au coin des lèvres, m'empêchait de partir. Sa chemise jaune éclatante semblait luire sous la lumière tamisée du bar, capturant toute mon attention. Peut-être qu'elle regardait quelqu'un d'autre, peut-être que son regard ne faisait que se perdre dans la salle. Mais bon sang, et si ce n'était pas le cas, et si c'était un signe? J'ai dit à mes amis que je les retrouverais demain, et je suis resté. Je devais savoir. Je me répétais que ce ne serait que quelques mots échangés, peut-être lui offrir un verre, rien d'extraordinaire. Mon esprit s'emballait, imaginant 1000 scénarios possibles. Peut-être que nous partirions ensemble, échangerions nos numéros, ou simplement passerions une soirée agréable à discuter. Pour moi, maladivement timide, ce serait déjà une victoire. Même un échec aurait été préférable à rentrer seul et fixer le plafond une fois de plus. Mais tout a mal tourné. Assis au bar, je m'efforçais de ne pas la fixer. Mais tu sais comment c'est. Plus j'essayais d'avoir l'air naturel, plus je ressemblais à un idiot. Quand j'ai enfin trouvé le courage de commander des verres pour elle et ses amis, ma langue a fourché, et sans réfléchir, j'ai lâché. C'est pour moi. Le barman a haussé un sourcil, mais m'a servi 6 shots. Tous pour moi. J'ai senti une brûlure dans mon dos. L'amie de la brune m'avait repéré et chuchotait quelque chose à son oreille. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction et a éclaté de rire. Elles ont ri tout bas, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu, et je me suis éclipsé, rouge de honte, direction les toilettes. Quand je suis revenu, elles avaient disparu. Les shots, eux, étaient toujours là. Dehors, la pluie tombait à torrents. Je marchais sous l'averse, traversant la forêt. C'était un chemin ancien, familier, théoriquement sûr. Mais, à chaque pas, il me semblait de plus en plus hostile. Le vent gémissait, hurlait comme une chose vivante, et la pluie mêlée de neige me frappait le visage sans pitié. Les arbres se tordaient dans l'obscurité, et leurs racines, pareilles à des mains osseuses, accrochaient de mes pieds. J'ai trébuché plusieurs fois. À un moment donné, je me suis arrêté trop longtemps. Trop tard, j'ai compris que j'avais perdu mon chemin. Tout ce qui m'était familier avait pris un aspect étrange, irréel. Mes lunettes embuées ne me servaient plus à rien, et la faible lumière qui perçait à travers les branches ne suffisait plus à me guider. C'est alors que je l'ai vue. Une tache jaune déchirant l'obscurité devant moi, comme un éclat maladif, anormal. Elle était là, immobile, sous la pluie, la brune du bar. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je crié. Elle n'a pas répondu. Elle a juste commencé à se tourner vers moi. « C'est dangereux d'être ici. Il y a des loups, des ours. Tu ne devrais pas être seul dans un endroit pareil. » Ma voix tremblait, autant à cause du froid que de l'alcool qui continuait de me brouiller l'esprit. Mais elle restait silencieuse. Je m'avançai un peu plus, retirant mes lunettes qui, embuées, ne me servaient pas non plus à rien. La forêt devant moi n'était qu'un enchevêtrement de silhouettes floues, mais cette tache jaune restait nette, presque trop nette. Laisse-moi t'accompagner, d'accord? Ou au moins, je peux te montrer le chemin du retour. Je fis un pas de plus, essayant de distinguer son visage. On est bien sur le bon chemin? Parce que j'ai l'impression que moi aussi Ma voix s'éteignit d'un coup. Elle me fixait d'une manière si étrange que mes instincts s'éveillèrent brutalement, me mettant en garde contre quelque chose d'indéfinissable. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque translucide, et son expression mêlait un ennui troublant à une forme de divertissement tordu. Rien de tout cela n'avait de sens, surtout ici, en pleine forêt, sous la pluie et dans l'obscurité. Elle ne bougeait pas, elle ne disait pas un mot, mais j'avais la sensation d'un lapin figé sous le regard hypnotique d'un serpent. De longues secondes s'écoulèrent, ou peut-être des minutes, avant que je ne réalise que je ne savais pas quoi faire. Partir? Lui parler encore? Lui proposer de l'emmener en sécurité? Mais quelque chose dans son regard me clouait sur place. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peur. C'était une sensation viscérale, celle de n'avoir rien à faire ici, d'être un intrus. Et puis, elle fit quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Lentement, elle s'agenouilla, puis se mit à avancer à 4 pattes, comme un animal.
Ses mouvements étaient à la fois fluides et maladroits, comme si son corps apprenait un mode de déplacement qui ne lui était pas naturel. Ma bouche devint sèche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix se brisa, méconnaissable, même à mes propres oreilles. Elle ne répondit pas. Elle ne s'arrêta pas non plus. Elle avançait toujours, comme guidée par quelque chose d'invisible. Je reculai instinctivement, sentant la peur se resserrer autour de ma poitrine. Puis elle attaqua. Son mouvement fut rapide comme l'éclair. Je n'eus pas le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'elle ne se jette sur moi. Je me mis à courir, aussi vite que mes jambes le permettaient, jusqu'à ce que la forêt autour de moi ne soit plus qu'un flou indistinct. La pluie me frappait en plein visage. Les branches griffèrent mes bras, déchiraient dans mes vêtements, mais je ne ralentissais pas. C'était la peur qui me poussait en avant. Derrière moi, j'entendais ses pas, le craquement des branches, le bruit sourd de ses mains et de ses jambes frappant le sol. Elle ne me lâchait pas. Je jetais tout ce que je pouvais sur son passage, des branches, des pierres, même les clés de ma poche. J'essayais de changer de direction, de zigzaguer, mais rien n'y faisait. Elle me suivait toujours, avec ce grondement grave qui résonnait derrière moi comme une malédiction. Et puis, soudain, elle bondit. Son corps percuta le mien avec la force d'un prédateur en chasse. Je m'écrasai violemment sur le sol détrempé et glacé. En un instant, elle était sur moi, m'écrasant de tout son poids. Je sentis son souffle contre mon visage, chaud, fétide, comme un vent putride venu d'un endroit sombre et oublié. « S'il te plaît !» hurlai-je en essayant de la repousser. « Je suis désolé, j'ai de la famille. » Les mots s'échappaient, sans même que j'aie conscience de ce que je disais. Mais ses yeux étranges, d'un bleu pâle et vide, ne trahissaient aucune trace d'humanité. Ils étaient au froid, inhumains, comme ceux d'un prédateur. Je sentis ses griffes, aiguisées comme des lames, s'enfoncer dans ma peau. Je vis ses dents, tordues, jaunies, comme si elles avaient remâché quelque chose qui n'aurait jamais dû être consommé. Et c'est à cet instant que je compris. Si je ne faisais rien, je ne sortirais pas vivant d'ici. Ma main fouilla désespérément le sol, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mes doigts rencontrèrent une pierre, lourde, glacée, mais en cet instant, elle était mon seul espoir. Avec toute la force qui me restait, dans un cri qui ne ressemblait en rien à ma propre voix, je l'abattis sur sa tête. L'impact fut sec. Son crâne craqua comme un fruit mûr qui se brise. Elle s'arrêta. Pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. Ses yeux qui ne semblaient là pas voir, restèrent ancrés aux miens un instant de plus avant que son corps ne bascule sur le côté. Son sang, noir comme de l'encre, se mit à couler entre les feuilles, emporté par la pluie. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas cherché à savoir si elle respirait encore. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, trébuchant, tombant, mais ne m'arrêtant jamais. Le froid, la douleur, tout s'effaçait, noyé dans la panique. Ce n'est qu'en refermant brutalement la porte de mon appartement que je me rendis compte que mes mains tremblaient toujours, et que je tenais encore la pierre glissante de sang. Je n'ai jamais prévenu la police. Je ne pouvais pas. Qu'aurais-je pu leur dire ? Qu'une fille m'avait attaqué dans la forêt en se déplaçant comme un animal et que je l'avais tuée. Qu'elle avait ensuite disparu comme si elle n'avait jamais existé. Cela aurait paru insensé. Même moi, j'avais du mal à y croire. Je n'en ai parlé à personne. Non par peur, mais parce que je ne savais pas comment l'expliquer sans passer pour un fou. Le lendemain matin, je me suis réveillé, le cœur battant, m'attendant à voir des gros titres annonçant la découverte d'un corps dans la forêt. Mais rien. Pas un mot dans les journaux, aucun signalement, rien. J'ai fouillé mes vêtements, pas une seule tache de sang. Alors j'ai décidé de retourner sur les lieux. Il n'y avait aucune trace, juste de la boue, des feuilles trempées et un vide glaçant. J'ai commencé à accuser l'alcool, c'était l'explication la plus logique. Un mélange de fatigue, d'ivresse et d'un mauvais rêve avait dû créer cette hallucination cauchemardesque dans mon esprit. Plus le temps passait, plus il devenait facile de me convaincre que tout cela n'avait été qu'un songe, juste un mauvais rêve. Mais quelque chose en moi refusait de s'apaiser. Hier soir, je suis retourné au bar pour la première fois depuis des mois. Cette fois, je n'étais pas seul. Mes amis étaient avec moi. Ils étaient comme une barrière vivante, me protégeant de mes propres angoisses. Nous avons commandé des shots, ri, encouragé notre équipe. Tout semblait normal, exactement comme avant. Le bar était bondé, rempli de rires et de brouhaha. Les gens allaient et venaient, sortant fumer ou prendre l'air. Un lieu bruyant, ordinaire, insouciant. Jusqu'à ce que 10 heures sonnent. Alors tout bascula. Elle entra. Je l'ai vue de loin. Cette touche de jaune éclatante, comme un phare dans le brouillard. Elle traversa la foule avec une aisance troublante, glissant entre les corps, comme si elle n'avait pas besoin de les contourner, et alla s'asseoir au bar. Ses yeux froids et translucides, retrouvèrent les miens. Elle me sourit. Un sourire léger, presque paresseux, mais foncièrement irréel. Peut-être regardait-elle quelqu'un derrière moi, peut-être la porte, ou le vide. Mais je savais que non, c'était moi qu'elle fixait.
et à cet instant précis, je sentis de nouveau les doigts glacés de la peur se refermer autour de ma poitrine.